À toutes. Voilà, premier exemple. Et du coup, je me permettrai aussi de temps en temps, si j'entends un peu des bruits de fond, de couper vos micros. Je vous propose aussi, quand vous avez des questions, de pouvoir les noter dans l'onglet « Converser » qui est en bas de votre écran. Voilà, n'hésitez pas, et puis on va jeter un œil régulièrement dessus pour pouvoir les faire passer à Patrick. Et si votre connexion Internet est un peu capricieuse, n'hésitez pas à couper tous les onglets Internet que vous avez ouverts, les mails, ces choses-là, ou à même couper votre caméra, des fois ça aide. Hop. Donc pour vous dire un petit mot sur le MOVE, donc le Mouvement des entrepreneurs sociaux, c'est une association qui fédère 850 entrepreneurs en France, donc des entrepreneurs d'impact social et écologique. Notre activité habituelle est plutôt de l'événementiel. Nous aussi, on a dû s'adapter et trouver une nouvelle activité. Donc c'est pour cela qu'on a lancé tout de suite le webinaire et notre Help Room plus largement. Donc pour la rentrée, on travaille déjà à relancer tous nos événements, nos programmes. Donc vous avez toutes les informations sur le site www.move.org, donc sur les pages régionales pour avoir les événements dans vos régions, et retrouver l'agenda des Learning Expeditions qu'on relance à la rentrée, donc sur le lien. Donc la présentation, je vous l'enverrai ensuite. Donc comme je disais, on a dû se réinventer. Et, on a lancé notre Help Room pour soutenir les entrepreneurs sociaux pendant le confinement. Donc la Help Room, elle est disponible aussi sur le site, dans un onglet en haut de l'écran qui s'appelle Help Room, pardon. Et donc on propose 3 choses. La première, c'est une hotline avec des experts. Donc c'est des entrepreneurs, c'est des experts, des avocats, des experts en communication, en vente, qui se rendent disponibles pour tous les entrepreneurs sociaux à raison d'une demi-heure par session. Et donc, vous pouvez prendre des rendez-vous individuels avec ces personnes. Vraiment, n'hésitez pas. On a aussi lancé des webinaires thématiques comme celui-ci aujourd'hui. Donc, vous pourrez retrouver toute la programmation sur cette page. Et donc, on a des thématiques très variées autour de la trésorerie, des financements, les ventes, la communication de crise, plein de choses différentes. Et on a aussi lancé les confinés connectés. Donc, c'est des sessions en visio pour les entrepreneurs des régions pour qu'ils puissent échanger des bonnes pratiques entre eux. Et dernière chose, c'est notre boîte à outils où on recense plein d'informations officielles de la part des régions, des métropoles. Il peut y avoir aussi des sites, des liens utiles. N'hésitez pas à vous en servir et à nous faire remonter les informations que vous pouvez trouver aussi autour de vous. Voilà. Et dernière chose sur le MOVE, donc le MOVE fonctionne à partir d'adhésion des entrepreneurs sociaux. Et en ce moment, on a sorti une adhésion solidaire. Donc le but, c'est de pouvoir s'entraider et de dire chacun fait avec ce qu'il peut en ce moment. Voilà. Et puis nous aussi, pour continuer nos activités, continuer d'être une association indépendante, on a besoin des adhérents et des entrepreneurs sociaux. Voilà, donc vous pouvez retrouver toutes ces informations sur www.move.org. Et je vais laisser la parole à Patrick. Juste le temps de mettre le deuxième PowerPoint. Hop. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Patrick, expert comptable. J'accompagne les entreprises aussi sur leur pérennité et leur durabilité. Donc, l'idée de la séance d'aujourd'hui, c'est de réfléchir suite à la séance que j'avais faite sur l'animation de la trésorerie et comment en fait lancer peut-être une alerte dessus. Et là, l'idée, c'est de voir dans quelle mesure est-ce possible en fait de régénérer potentiellement un peu de chiffre d'affaires et de préparer aussi la sortie. Donc, comme l'a dit Marine, j'excuse aussi Fabien qui, suite à un empêchement professionnel, n'a pas pu participer à cette séance. Donc, l'objectif de ce temps, c'est d'expérimenter une séance d'intelligence collective en visio. Donc, j'avoue, c'est une grande première pour moi et Marine. Donc, voilà, on va faire au mieux. N'hésitez pas à nous aider. Le deuxième point, c'est de réfléchir à une offre de service d'un des participants. Peut-être qu'on pourra en faire plus.
Ça dépendra de comment ça se déroule. Donc là-dessus, on est assez agile. Et le dernier point, c'est forcément d'être créatif. Donc là, je compte sur vous. Les points qu'on n'abordera pas, c'est notamment en fait des outils. Là, on est vraiment sur un aspect plus réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire, donc plus vraiment accès solution et pas vraiment après sur quels outils je peux mettre en œuvre, etc. Et le deuxième point, c'est sur la réglementation. Ça, c'est tellement spécifique aux activités que je dirais ce sera à chacun d'entre vous d'aller creuser pour voir ce qu'il est possible de faire ou ne pas faire. Sachant que, voilà, aujourd'hui, on est quand même, vu la situation, sur, on va dire, un peu un assouplissement de la réglementation, mais bien évidemment à vérifier de façon très précise. Est-ce que tu peux passer la slide suivante, s'il te plaît? Alors, on va d'abord appeler les règles là pour notre séance. Donc, l'idée, c'est la slide précédente. Voilà. Donc, vous allez être sollicité. Donc, l'idée, c'est d'être dans vos interventions bienveillant, d'être à l'écoute, quand vous intervenez, d'avoir une intention qui soit claire, d'être dans la confiance et de respecter ce cadre. Donc, comme je le disais, ça fait suite à la séance que j'avais animée avec Fabien sur la trésorerie, comment se donner un peu de visibilité. Donc, pour rappeler rapidement, on avait vu la liste des encaissements et décaissements, l'identification du moment difficile et donc la question de comment j'essaie ou je peux essayer d'augmenter en fait ma partie encaissement. Dans l'idée de passer peut-être le cap, de tenir en tout cas dans cette période difficile. Alors, pour vous donner quelques exemples, donc qui sont tous réels. Hein. On a le cas d'une librairie en Bretagne, donc il y avait un local, donc local fermé suite au confinement. Il a été décidé de mettre en place un service de livraison de livres à domicile à vélo. Voilà. Donc dans le but, encore une fois, le but c'est pas pour moi, si ça marche tant mieux, mais de maintenir la totalité de l'activité que vous avez, mais au moins un minimum, comme on dit, pour essayer de combler les charges incompressibles que vous avez. Le deuxième exemple, c'est un artisan dans le bâtiment qui s'est dit, de fait, aujourd'hui, lui, il est confiné aussi. Et il a eu l'idée, en fait, d'imaginer des tutoriels pour faire des travaux chez des particuliers, suite à la demande, en fait, qui a émergé d'un de ses clients chez qui il devait intervenir. Et en lui disant, écoutez, moi, je ne peux pas venir. Et c'est le client, en fait, qui l'a proposé de lui-même en disant, mais est-ce que vous ne pourriez pas me faire un tutoriel pour m'expliquer les points un peu techniques de ce que vous aviez à faire et aussi d'assurer peut-être un SAV par téléphone. Voilà. Et lui a décidé en fait de tester ça, donc de se filmer pour faire des tutoriels sur ce type de travaux et d'assurer le SAV par téléphone, sachant que lui pense aussi sur cette solution-là, en fait, pouvoir la conserver à la sortie du confinement. Donc lui, il m'expliquait en fait avoir très clairement en fait fait le souhait de continuer à poursuivre cette offre une fois la crise passée. Le dernier exemple, c'est une coopération entre libraires et cavistes qui se sont regroupés pour proposer des packs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils proposent en fait des colis avec une ou plusieurs bouteilles de vin et avec un ou plusieurs livres. Donc, pensez aussi à peut-être ne pas rester seul aussi sur votre activité, mais pourquoi pas, est-ce que cette période n'est pas propice aussi à la coopération, à la collaboration avec des activités qui vous sont proches ou qui peuvent être complémentaires. Alors là, l'idée, c'est qu'on entre dans le vif du sujet. Et pour ça, en fait, on a besoin d'un parmi vous, en fait, qui voudrait expliquer, en fait, la situation dans laquelle il est. Juste, excuse-moi, on a déjà une question de Bénédicte qui demande si l'offre du SAV est gratuite, tant qu'on est sur les exemples. Alors, pour l'instant, oui, parce qu'il est en phase de test. Mais là, l'idée, en fait, c'est de la rendre payante. Donc, en gros, lui, ce qu'il m'a expliqué aujourd'hui, il est dans une phase par contre, il va faire payer les tutos. Ça, c'est acté. Il n'a pas défini encore, en fait, la modalité. Est-ce qu'il le vend à un prix fixe? Est-ce qu'il vend un forfait? Tout ça, encore, ce n'est pas défini. Par contre, l'idée, c'est plutôt je me mets en œuvre, je vois est-ce qu'il y a un marché, est-ce que les gens répondent à ça?
Et derrière, après, je m'interrogerai en fait sur la façon de le facturer pour la partie SAV. Okay, merci. Je te change de slide. Si ça marche. Alors peut-être avant de démarrer ça, ce qu'on peut faire, c'est peut-être un tour des gens qui sont présents. Donc je vais vous inviter en fait à donner votre prénom, votre activité et est-ce que vous générez ou pas en ce moment en fait des encaissements. Voilà, si on peut faire un tour de... Bon là, ce ne sera pas un tour de table, mais ce sera un tour de visio. Je peux commencer si vous voulez bien. Super, merci. Je suis Desa de l'agence EH Lab, c'est une agence de conseil en communication. Pour l'instant, j'ai mis mes salariés en activité partielle, mais j'ai reçu des demandes de devis pour des prestations qui pourraient démarrer potentiellement le mois prochain. Et puis, j'avais un gros projet avec un client qui devait se faire au mois de juin. C'était un gros événementiel pour la journée des salariés. Ça a été reporté, mais je suis en train de réfléchir avec eux à adapter cet événement qu'on devait faire initialement et qui ne se fera pas. Voilà. Pour l'instant, je ne facture pas, mais je suis dans la réflexion et dans la perspective de pouvoir facturer. Merci. Je veux bien être deuxième. Richard Ramos, je dirige la société Andiamo. On est dédié exclusivement au handicap. On a 4 activités. Représentation de champions paralympiques, organisation d'événements et de conférences, mobilisation handicap, entreprise dans la politisation de matériel dédié pour des événements de sensibilisation handicap. Inutile de vous dire que tout ce qui est événementiel, et c'est 70% de notre activité, on n'a plus qu'un événement pour l'instant peut-être maintenu fin juin. Autrement, tout est reporté en septembre, octobre, voire 2021. Donc, très peu de recettes. Il y a des recettes qui vont arriver avec des factures qui ont déjà été lancées, des factures d'acompte sur des événements de septembre ou d'octobre. Donc, on espère passer en termes de trésorerie là. Et j'embraye sur ce qui a été dit tout à l'heure avec la personne, l'exemple, le tutoriel. On est en train de réfléchir à faire des formations sur le handicap, parce que nous, on est vraiment dans l'humain et dans le présentiel, donc c'est compliqué. Mais on est en train de réfléchir à des tutoriels donc à distance, ça correspond à ce que vous disiez tout à l'heure, pour former les gens ou bien avoir des accompagnements individualisés des collaborateurs, sauf qu'il ne faut pas que les collaborateurs soient en chômage partiel, autrement ils ne peuvent pas le faire, ils n'ont pas le droit de travailler. Et moi j'aurais une question pour tout à l'heure, c'est comment chiffrer la formation à distance par rapport à la formation en présentiel. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont est-ce que le rapport est de 1 à 4, de 1 à 3, parce que ce serait la première fois qu'on ferait ça. On sait combien on vend une formation, mais à distance, je n'avais pas de repère. Voilà, je m'arrête là pour ne pas être trop long. Merci beaucoup. Je continue, je m'appelle Nadia, je travaille au PEP Alsace. On est une association éducative et de loisirs pour les enfants. Donc, nos activités, c'est les périscolaires. Donc là, on a moyen, ça continue un tout petit peu avec les gardes pour les enfants de soignants. Une autre activité, les centres de vacances. Donc là, c'est à l'arrêt et on espère pouvoir continuer d'une autre manière puisqu'on a l'hébergement. Le CMPP, donc ça, c'est de l'aide psychologique pour les enfants en difficulté. On essaye de continuer à distance et une cuisine centrale qui est à l'arrêt totalement actuellement. Merci. Je peux prendre la suite. Bonjour, donc moi c'est Fanny, je suis co-gérante de la société Yokway Film. Donc nous on réalise des films de communication pour les entreprises. Donc évidemment tous les tournages sont annulés. On a une toute petite partie de l'activité qui continue un petit peu avec la réalisation de vidéos en motion design, donc vidéos animées. Et on organise des ateliers en fait, de co-création avec nos clients. Donc ça, on continue à le faire en visio pour essayer de les aider, de les accompagner sur voilà, leur vidéo, à quoi elle va servir, quel va être le message, quelle va être la cible, etc. Donc ça, c'est des choses qu'on continue à faire. Maintenant, on continue à le faire par rapport à de l'existant, mais évidemment, on ne peut absolument pas démarcher ou voilà, on ne sait pas trop encore comment se positionner pour la suite, quoi. Merci Fanny.
quelqu'un veut prendre la suite? Oui, je peux enchaîner. Donc, je m'appelle Mathilde et je suis co-gérante d'un café solidaire à Lyon. Donc, du coup, depuis le 15 mars, on ne peut plus accueillir des clients chez nous. On faisait un peu de vente à emporter, mais pas du tout de livraison. Donc, pour l'instant, on a complètement stoppé notre activité. On est en train de travailler sur d'autres projets, un peu plus de diversification. Mais voilà. Merci. Moi, je veux bien prendre la suite. Vous m'entendez? Oui. Ah, vous m'entendez. Ok. Moi, je m'appelle Christine. Je suis belge. Et moi, mon activité, en fait, à 90%, c'est de l'accompagnement de producteurs en Afrique. Donc, évidemment, on ne peut plus voyager. Comme on ne peut plus voyager, je ne peux pas aller accompagner les gens sur le terrain. Et donc, je suis occupée à regarder dans quelle mesure on peut éventuellement faire de la formation à distance, mais avec des contraintes techniques non négligeables, puisque mes bénéficiaires n'ont pas le même accès au digital que ce qu'on peut l'avoir ici en Europe. Donc ça, donc il y a des questions, des réflexions, etc. Mais bon, il n'y a pas de facturation qui sont possibles. Et à côté de ça, j'avais une petite activité de facilitation graphique où je faisais de la traduction visuelle et des choses en live. Bon, en live, c'est fini. Mais sur la traduction visuelle, il y a parfois des petites choses. Mais voilà, ça reste très, très, très mineur à ce stade. Donc voilà, c'est plus un moment de réflexion et de repositionnement et de voir comment se met la suite. Voilà, merci à tous. Merci. Et j'en profite pour dire que si vous pensez, en entendant les activités de chacun, si ça vous fait penser à quelque chose, une coopération à mettre en place ou une collaboration à mettre en place, n'hésitez pas à le faire, à le dire dans l'onglet converser. Voilà. Est-ce que quelqu'un veut prendre la suite? Bien, bonjour. Donc, je suis Elodie, je suis la cofondatrice de Konenga. Nous, on propose des kits de sensibilisation aux collectivités et aux entreprises. Donc là, autant dire que côté collectivité, tout est à l'arrêt et entreprise aussi. Donc pour le moment, zéro encaissement. Donc on prépare là surtout l'espoir de la reprise. Et on a lancé également une démarche solidaire, un appel à mobilisation auprès des créatifs justement pour soutenir et remercier nos héros du quotidien. Donc, c'est l'action qu'on mène en ce moment. Et puis, voilà, après, on prépare la suite comme on peut. Mais aujourd'hui, du coup, zéro encaissement. Voilà. Merci. Merci. J'ai vu Bénédicte qui levait la main. C'est moi. Donc, j'enchaîne. Moi, je suis Bénédicte. J'ai un cabinet d'accompagnement, conseil, coaching, formation. Pas d'encaissement, d'autant que j'ai été malade quasiment un mois, en fait, dès le début, même avant le confinement. Mais là, en pleine, on va dire, restructuration, parce que moi, j'ai bossé 6 ans dans les crises et sur le terrain, dans le développement du soutien psychosocial, dans l'analyse de situation, dans le développement de réponses. Donc, vraiment un truc complètement d'actualité. Donc, voilà, je suis en train d'adapter mes offres, on va dire, enfin, ou même de développer complètement une offre adaptée à la situation. Et avec tout ce que ça peut générer, enfin voilà, de questionnements, etc. Et il y a quelqu'un qui a posé une question de tarif tout à l'heure. Alors, donc il y a des nouveaux produits qui sont en train d'arriver dans ma tête, et puis j'ai commencé à en parler, donc il y a des trucs qui arrivent. Et là, par exemple, on va me proposer des vidéos de 2 minutes. Je sais, et je dois notamment parler, enfin, il y a plein de sujets, mais dont la facturation, dont je rebondis là-dessus. Comment on facture un truc pareil? C'est encore une question de plus qui se pose, donc je la pose là. Voilà. Merci. Oui, alors Jennifer, j'ai l'impression que… Oui, voilà. Bonjour. Donc moi, je suis Jennifer, la présidente de Freebull. C'est une plateforme collaborative pour parents qui leur permet de s'échanger du temps de garde. Actuellement, ce temps de garde, donc du coup, la garde n'est possible que pour les parents qui se rendent sur leur lieu de travail, évidemment, et qui sont mobilisés pour la gestion de crise. Donc, on ne facture pas et on participe à l'effort de solidarité nationale en offrant le temps de garde aux parents qui doivent se rendre sur leur lieu de travail.
Et on réfléchit à ce qu'on peut mettre en place autre dans des activités annexes qui ressembleraient à ce qu'on faisait avant, c'est-à-dire que pour les familles, on a une promesse de lien social. Hors Covid, ils avaient l'habitude de se rencontrer à des événements Fribule pour faire connaissance et savoir entre quelles familles elles allaient pouvoir se rendre service. Et du coup, là, on propose des ateliers en visio pour proposer du contenu aux enfants et aussi occuper les enfants pendant que les parents, par exemple, sont en télétravail, en rendez-vous téléphonique, ce genre de choses. Et puis, comme les parents avaient déjà la possibilité de se prêter et de s'échanger du matériel puériculture et des jeux, on voit comment on pourrait peut-être organiser une ludothèque partagée entre parents, parce que si on vient être confiné pendant longtemps que chez nous, on risque de faire vite le tour de nos jeux de société. Donc voilà, on espère que l'intelligence collective nous aidera à faire le tri un peu dans les idées et dans comment ça peut se mettre en place. Voilà. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je prends le relais du coup. Moi, je m'appelle Tanguy. J'ai cofondé l'année dernière une jeune coopérative qui s'appelle Eticado. Et donc, on commercialise des cartes cadeaux multi-enseignes, mais qui sont valables uniquement dans des enseignes éthiques et solidaires. Donc, nous, on vend aux particuliers et aux entreprises, mais principalement aux entreprises quand même. Enfin, c'est ce qui nous permet de vivre le plus, quoi, on va dire. Et donc, du coup, actuellement, on a mis un peu à l'arrêt, enfin complètement à l'arrêt la vente auprès des entreprises. Mais en fait, on a effectivement du coup, on s'est focalisé un peu sur les particuliers et on a réussi quand même à générer un peu un pic d'activité, de trafic et de vente auprès des particuliers. Parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, on a un format e-carte, un format digital que les gens peuvent recevoir par mail au format PDF et que du coup, c'était un bon moyen pour les gens de s'offrir des cadeaux actuellement pendant le confinement. Donc, c'est des cadeaux qu'ils pourront utiliser après le confinement dans des boutiques en ligne et physiques du réseau Eticado. Donc, on a réussi à pivoter un petit peu en laissant de côté notre activité principale B2B et en se concentrant du coup sur les particuliers. Merci. Du coup, je vais prendre la suite. Moi, je m'appelle Baptiste Gobard. Je suis trésorier de l'association Envers avec tous. Nous, on monte des projets pédagogiques autour de l'alimentation durable en milieu scolaire, donc primaire, collège et centre périscolaire. Aucun encaissement parce que tant que les écoles sont fermées. Mais donc voilà, on reste solidaire des professeurs et on reste en contact avec les professeurs avec lesquels on avait l'habitude de travailler. Merci. Et bonjour, moi je suis Mathilde Bourreau et je suis cofondatrice des Youth Activators et on travaille avec les entreprises pour faire porter la voix des jeunes sur les questions climatiques. Et nous, du coup, on travaille beaucoup en événementiel. Donc là, il y a énormément d'événements qui sont reportés. Donc soit septembre, soit 2021, comme c'était mentionné plus tôt. Et du coup, on est en train de réfléchir à ce qu'on peut faire de manière aussi digitale. Et donc, ça ne va pas forcément être comme des workshops en entreprise ou des choses comme ça, mais peut-être des choses plus en one-to-one. Mais du coup, on est en train de réfléchir à comment ces choses-là peuvent se faire. Et encore une fois, comment on tarifie les prestations à distance et online. Merci. Alors, est-ce qu'on a fait le tour? Je pense que tout le monde s'est présenté, Patrick. Oui, donc on va passer à la suite. Donc là, maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un parmi vous qui nous serve d'expérimenteur avec qui on va réfléchir et sur le cas duquel on va réfléchir tous ensemble. Donc, l'idée, c'est qu'on pose quelques questions un peu plus précises en fait, sur votre activité, sur ce que vous avez déjà imaginé comme solution et un peu où vous en êtes. Et l'idée, là, c'est qu'on réfléchisse un peu tous ensemble à voir comment tout ça, ça peut se concrétiser, se matérialiser. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi vous qui serait intéressé pour se prêter à ce jeu?
Moi, je veux bien, puisque personne se propose. Merci, Richard. Vous m'entendez? Alors, est-ce que... Oui. Oui, ben, la problématique, c'est d'évoluer sur du distanciel. Alors, sur le handicap, c'est pas facile, mais c'est d'arriver à proposer des formations sur le handicap aux managers, aux équipes RH, ou aux collaborateurs des entreprises avec lesquelles on collabore, et en même temps pouvoir faire un accompagnement individuel des personnes qui n'osent pas encore pour l'instant se déclarer quand elles ont un handicap invisible, parce qu'il y a plein de barrières dans leur tête. Elles ont peur de se faire virer ou peur de ne pas progresser dans l'entreprise. Et voilà, comment réussir à faire ça, mais à distance. C'est pas évident. Quel outil? Je ne sais pas si parmi vous, là, je n'ai pas tout entendu au niveau du son, mais je ne sais pas si vous-même, certains proposaient des solutions. Je ne crois pas avoir entendu, mais très, très intéressé. Mais on est obligé d'aller sur le distanciel parce que, comme disait quelqu'un tout à l'heure, si c'est quelque chose qui se reproduit et qu'à un moment donné, tout le présentiel ne peut pas se mettre en place, il va vraiment falloir évoluer vers ces solutions-là. Est-ce que Richard, tu peux nous peut-être représenter rapidement ton offre de service? Comment, dans quelle mesure aujourd'hui tu es impacté par rapport au confinement? Alors, la partie représentation de champions paralympiques avec les partenariats, les contrats de sponsoring, ça on arrive à faire tourner, c'est bon, on va même signer cette semaine un nouveau partenariat, donc ça c'est bon. L'événementiel, c'est totalement, mort. Alors, il y a les conférences aussi qu'on peut faire à distance. Ça, c'est aussi une évolution possible, les conférences. L'accompagnement des politiques handicap des entreprises et l'optimisation de leur politique handicap, qu'est-ce qu'on peut faire à distance? Et puis, location de matériel pour les événements, sensibilisation handicap, ça on oublie parce que ce n'est pas possible, il n'y a plus d'événements. Donc, on est vraiment sur la partie politique handicap, comment continuer à pouvoir accompagner l'entreprise et ses collaborateurs, et à la rigueur, faire des conférences à distance. En général, c'est toujours un des champions qu'on représente qui est en situation de handicap, qui fait l'intervention avec nous en présentiel. Il y a toujours quelqu'un de chez nous, en monsieur ou madame Loyal. Et voilà, comment bâtir ça à distance? C'est notre problématique actuelle. J'ai été clair? Est-ce que vous avez envisagé d'autres pistes à l'heure actuelle? Actuellement, là? Oui. Non, sur les pistes, vu la situation et sur les évolutions, c'est les pistes que l'on envisage là. Il n'y a que celle-ci. D'accord. Est-ce qu'il y aurait eu en fait une offre qui paraîtrait peut-être un peu plus folle, entre guillemets, c'est-à-dire qui vous paraît aujourd'hui irréalisable pour X raisons, que vous aviez laissé de côté, soit dans les mois qui précèdent, soit il y a quelques années, ou alors des offres qui vous auraient été proposées par des amis, par des collègues, par vos parties prenantes aussi, en vous disant mais non, ça aujourd'hui c'est pas vraiment notre métier ou c'est pas vraiment quelque chose auquel on a pensé ou qu'on souhaite déployer aujourd'hui? Non, on a 9 ans d'existence, nous, au niveau de la société, et la question que vous posez, enfin, on ne nous l'a jamais proposé ni demandé, parce que malheureusement, nous, pour qu'on ait un impact, il faut vraiment que les gens soient en face à face avec le champion, la championne qui intervient ou durant l'événement. Et c'est une vraie question qu'on se pose, c'est-à-dire que si on va vers ces outils à distance, est-ce qu'on aura toujours le même impact? Et on n'en est pas sûr, mais il faut qu'on tente quelque chose. Il faut qu'on le fasse. Ça m'intéresse d'ailleurs d'avoir le retour des gens qui écoutent. Est-ce que ça vous paraît une bonne solution ou pas de faire ça à distance ou bien non, a priori, ça n'aura pas d'impact, on ne sait jamais. Je ne sais pas s'il y en a qui ont un peu des expériences là-dedans. J'ai entendu, il y a quelqu'un qui fait des formations, je crois tout à l'heure. Est-ce que vous avez fait des formations à distance? Qu'est-ce que ça a donné en termes de résultats? Sachant que nous, on est vraiment dans le domaine du handicap, c'est vraiment très particulier. Hein, parce que, il y a tellement de barrières qu'il faut qu'on fasse sauter dans la tête des gens par rapport au handicap, surtout en France. Voilà. Est-ce qu'à distance, on peut y arriver? J'en sais rien. Et est-ce qu'éventuellement, vous avez dans votre secteur, enfin, j'en vois même certains, des structures qui sont déjà sur des outils numériques
d'autres structures que vous connaissez un peu de loin et vous vous dites, ah, tiens, on est sur le même impact. Et aujourd'hui, peut-être qu'on peut, on peut échanger, savoir si, ce que fait l'autre, comment il s'adapte et voir si on ne peut pas proposer des choses ensemble pour être plus fort. Il y en a qui, alors, ce que l'on fait, comme on le fait, on est les seuls à le faire en France, mais il y en a qui, par contre, ne sont plus, qui ont mis en place, en effet, des outils, ils ne sont pas sur mesure, ils ont une sorte de plaquette, ils disent, ben voilà, on a tel produit, ça ne convient pas forcément à l'entreprise, on n'a pas forcément voulu aller vers ça, peut-être qu'il va falloir qu'on y aille à cause de la situation. Mais donc, il y a 1 ou 2 entreprises qui font ça, en effet. Et est-ce que vos clients, avec lesquels vous travaillez, est-ce qu'elles vous ont fait des retours en particulier? Est-ce que vous avez pu les avoir au téléphone, savoir qu'est-ce qu'elles ont mis en place en ce moment et étudier un petit peu quels pourraient être leurs besoins? Alors là, pour l'instant, on est plutôt, ça m'a été d'ailleurs confirmé parce que j'ai participé à un webinaire, je ne sais pas s'il y en avait qui étaient là, avant-hier. Et ça nous a conforté dans notre démarche. On était plutôt par rapport aux entreprises avec lesquelles on collabore, plutôt à savoir comment ça va d'abord, avant de commencer à vouloir leur vendre une nouvelle offre. Oui. Parce que je pense que dans cette situation actuelle, ça pourrait passer un peu moyen. Ils sont déjà, voilà, ils veulent nous vendre quelque chose, alors que nous, on est dans la merde, ou bien ils ne pensent pas à nous, ils ne nous demandent même pas si on est en bonne santé. Donc, on était plutôt actuellement sur est-ce que tout va bien chez vous, est-ce que vous êtes en bonne santé, est-ce que les gens ne sont pas trop touchés. On n'a pas encore parlé. On attend d'y voir plus clair. Déjà, nous, quand Macron va parler lundi à 20h pour savoir jusqu'où ça va aller le confinement. Et peut-être qu'on va après rebondir là-dessus. On n'a pas, pour l'instant, osé encore démarcher avec de nouveaux. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est. Voilà. Et au niveau dans les entreprises, les collaborateurs auxquels vous travaillez, qui sont en situation de handicap, est-ce que eux, vous avez pu les sonder un peu sur leurs besoins, sur comment ça se passe? Les collaborateurs, alors le problème, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui ont mis pratiquement toutes leurs équipes au chômage partiel. Je prends l'exemple, on bosse avec Disney. Là, la semaine dernière, ils ont mis 15 000 personnes au chômage. On bosse avec Accor. Accor, ils mettent 90% de leurs hôtels, ils les ferment. Galeries Lafayette, c'est fermé. Donc, on n'a pas le droit de travailler avec des gens qui n'ont pas le droit d'envoyer un mail professionnel puisqu'ils sont au chômage. Donc, très compliqué. Okay. Oui, après, de notre côté, sur cet aspect-là, aujourd'hui, vous n'avez pas d'offre directe en fait, à leur vendre. Donc là, pour recadrer un peu le débat, l'idée aujourd'hui, pour être clair, c'est qu'on est sur quelque chose en fait, qui est totalement incertain. On est dans un monde incertain où on ne sait pas ce qui va se passer et c'est vrai pour tout le monde. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui, s'il faut, on ne le saura pas demain. On attend beaucoup effectivement de la communication du président pour voir qu'est-ce que potentiellement il va se passer, mais ça n'est que des hypothèses. On ne sait pas ce qui va se passer. Donc là, pour moi aujourd'hui, ce qui peut être intéressant justement dans cette période, c'est du fait de la situation, on est peut-être plus autorisé qu'à d'autres moments à tester des choses, même si elles ne sont pas parfaites, etc. Mais on peut s'autoriser à mettre en œuvre des choses et peut-être aussi co-construire des solutions, des offres avec nos clients. Donc oui, aujourd'hui, effectivement, c'est délicat de les contacter sans avoir pris de nouvelles préalables. Alors, comme disait Bénédicte, en fait, et je suis assez d'accord, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, d'une façon ou d'une autre, essaient de voir une fois la grosse difficulté passée, c'est OK, maintenant, on a un peu de recul dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire et comment on peut s'organiser pour continuer à fonctionner? Donc, et là, moi, je l'entends aussi dans mon écosystème professionnel où j'entends de plus en plus de structures reprendre une activité. Alors, ce n'est pas leur activité en totalité parce que forcément, elle est impactée, mais c'est de redémarrer avec ce qu'on peut faire. Et pour vous et comme pour d'autres, ce sera aussi, alors je ne me souviens plus, excusez-moi, je n'ai pas la mémoire de tous les prénoms, de modifier aussi ou d'adapter les offres à la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Je pense que la notion qui est importante aujourd'hui, c'est l'agilité. C'est comment on fait par rapport à notre activité en fait pour s'adapter à la situation extérieure et à la peur aussi que vivent nos clients. Et peut-être une question à se poser par rapport à ça, par rapport à l'activité que vous avez, c'est OK, je fais telle activité, mais pourquoi? Qu'est-ce que je cherche à apporter à
plus qu'à mes clients, j'allais dire en fait à la société, au monde, etc. Et de voir, si je réponds à ça, est-ce que je ne pourrais pas imaginer une autre prestation? Et aujourd'hui, ce qu'on sent quand même émerger, c'est effectivement cette communication ou ces prestations par un autre axe qui est la visio. Parce qu'aujourd'hui, on est obligé de passer par ça. Et on se dit, ça présente quand même des avantages qu'on n'avait pas forcément autant identifiés avant et qui pourraient peut-être, et ça encore une fois on ne le sait pas, mais se poursuivre à la sortie de cette crise. Donc ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément quelque chose qui va être perdu en fait en l'ayant initié aujourd'hui, mais c'est plutôt de tester autre chose de différent. Et là où il faut être clair aussi, c'est qu'on est dans l'incertitude. On ne sait pas en fait ce que ça va donner. Et justement, c'est ce qui est beau aussi dans tout ça, c'est que j'ai envie de vous dire, allez-y, expérimentons. Et pour ça, l'idéal aussi, c'est de co-construire avec ses clients. C'est vous aujourd'hui, vous auriez besoin de quoi? Voilà moi ce que je peux vous proposer. Au fur et à mesure, à force de faire des allers-retours, on identifie quelque chose qui est pertinent pour tout le monde. Moi, j'avais une question pour mieux réfléchir sur le projet sur l'entreprise de Richard. Je pense que j'ai pas bien compris. J'ai bien compris la partie événementielle et handisport. Par contre, j'ai pas bien compris le type de prestation que vous offriez à vos grands clients, grands comptes notamment. Vous parliez de Disney ou Accor. C'est quel type de prestation exactement vous leur vendiez avant le Covid et alors, au niveau politique handicap, on fait des formations. Alors, maximum 12 personnes avec le formateur sur le handicap. Ça peut être sur le handicap invisible, ça peut être sur la DOETH, ça peut être sur le management inclusif et disruptif. Donc, c'est des formations, comme il peut y avoir dans plein de types de formations. C'est l'accompagnement individuel des collaborateurs qui osent se déclarer et ensuite l'accompagnement pour leur dossier auprès de la MDPH. Et puis ici, il y a quand même la partie conférence qu'on a toujours fait en présentiel et qu'on s'imagine pouvoir faire sur des thèmes handicap et performance, gestion de crise, capacité de rebond. On est en plein dedans. Donc au niveau des thèmes, d'ailleurs, on les fait évoluer parce que les champions qu'on représente souvent ne sont pas nés handicapés et ont eu un accident de parcours. Et donc, actuellement, on peut dire que la société a un gros accident de parcours. Donc, je pense qu'on va rebondir par rapport à ça, par rapport au thème des problématiques qu'on peut aborder sous l'angle du handicap, mais en faisant le parallèle avec la situation actuelle. Voilà, est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui, tout à fait. Et parce que depuis tout à l'heure, je me disais, comme je sais qu'il y a quelques IME, il y a quelques structures qui ont dû fermer et qu'il y a une somme incroyable de parents qui se retrouvent en charge et en accompagnement de leurs enfants handicapés ou polyhandicapés et qui n'étaient pas habitués à assurer la prise en charge. Est-ce qu'il n'y a pas des choses à proposer à ces parents-là qui, du coup, je sais pas, je pense à des handicaps physiques, parce que nous, on a une fille de 3 ans et demi, donc on met en place des parcours de motricité, ce genre de choses, et je me dis que les enfants en fauteuil, en institut, on doit aussi leur proposer, et que les parents sont pas nécessairement habitués à le faire, et que, je sais pas, si... Enfin, je pense beaucoup justement à ces parents-là qui doivent vraiment se retrouver dans une détresse et une difficulté qui est encore pire que la nôtre et qui est... Question dit, Richard? Je note là, je suis en train de noter, sachant qu'on on travaille pas avec le particulier. Oui, On travaille avec les entreprises, les collectivités territoriales, des fondations, des associations, des établissements scolaires, mais pas avec le particulier. Mais ça pourrait avoir du sens par rapport à notre objet. Du coup, il y a peut-être des acteurs qui, eux, sont plus habitués à travailler avec le particulier. Je pense à l'IPS qu'on a découvert il n'y a pas longtemps, qui, eux, du coup, sont habitués à travailler avec le particulier, mais pas du tout à offrir des prestations spécifiques. Ils sont plus de
de l'appel à la solidarité dans le quotidien pour être accompagnés dans la mobilité, ce genre de choses, mais que peut-être eux ont le public mais pas les compétences, alors que vous avez les compétences mais pas de visibilité au niveau des particuliers. Ok. Ou des distributeurs de fauteuils aussi, peut-être, je sais pas, comme Sunrise ou Invaker ou quoi, qui sont pas distributeurs d'ailleurs, qui sont fabricants. Je sais pas. Nous, on a 46 fauteuils multisports. Ok. Ah oui, vous en... Ah oui, parce qu'on loue notre matériel aussi. Nous, on a beaucoup investi pour nos événements et c'est une de nos activités, c'est une petite activité, c'est la location de matériel, mais là, c'est pour des événements en règle générale. Si on l'a loué à un particulier qui s'est pété le tendon d'Achille, autrement, c'est tout. Vraiment, et là, de toute façon, on n'a pas le droit actuellement de se déplacer. Oui. Et... Ouais. Là, je sais pas. D'autres idées à partager? Alors, sur Occitanie, je sais qu'il y a des... Alors, je n'ai pas suivi de près, mais je sais qu'il y a une réflexion en fait, qui est menée pour former les collaborateurs des entreprises, justement, en fait, alors pas quand ils sont en chômage partiel, effectivement, mais il y a une question qui se pose, c'est est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser ce temps-là pour les former? Bien sûr. Donc là, peut-être, en se rapprochant des OPCO ou de la directe, de carrément en fait être à l'initiative et de proposer quelque chose, et voire même un projet un peu ambitieux, voilà, à déterminer le périmètre avec eux en fonction de leurs besoins, mais je sais qu'aujourd'hui ils sont en pleine réflexion sur ces sujets-là. De même, pour ceux qui avaient posé la question, je sais qu'il y a par rapport aux outils de comment basculer une formation qu'on avait en présentiel sur des outils numériques. Alors pareil, moi je le sais, mais par rapport à la région Occitanie, mais ça doit être le cas dans d'autres régions, il y a la région notamment nous met à disposition en fait des plateformes en fait pour nous aider à pouvoir aller vers justement ces formations numériques. Et les OPCO ouvrent leur référentiel, c'est-à-dire que pour tout ce qui est formalité administrative, ce sera simplifié et vraisemblablement on devrait assister à une émergence aussi d'appel à proposition de formation ou de validation automatique de la part des OPCO, donc un formalisme en fait réduit dans le but de pouvoir former les collaborateurs des entreprises. Ok. Donc les questions que ça pose par rapport à l'organisation de la formation, c'est de profiter, je dirais, des avantages de l'outil numérique, à savoir que ça peut être aussi l'occasion de faire des choses qui, pas forcément en présentiel, mais avec des modules où les gens peuvent les consulter à n'importe quelle heure, enfin, si vous connaissez sur les MOOC, où les gens peuvent les consulter à n'importe quelle heure. Et après, par contre, il y a des réunions visio qui sont calées, où là, on prend rendez-vous et on peut échanger et poser ses questions en fait, au formateur en direct. Ok. Est-ce que les autres ont des partages à nous faire? Je vais dire quelque chose. J'ai l'impression qu'en termes de formation, enfin, tout ce qui est intervention, le gros changement, c'est que les durées sont beaucoup plus courtes. C'est-à-dire que là, moi, je vois ce qu'on demande, c'est des webinaires, ben, on le voit, hein, je veux dire, c'est des webinaires de… déjà 1 heure, c'est pas mal. Enfin, j'en ai des plus longs, mais moi, l'approche que j'ai eue, c'est 20 minutes. Hein. C'est des vidéos de 2 minutes 30. Voilà. Donc, on n'est plus du tout sur les mêmes formats. Moi, je faisais des formations de 1, 2, même 1, 2, 3 jours. Quoi. Là, ce n'est pas le sujet. J'en ai entendu parler pour la formation coaching que j'avais suivie. Hein. Ils sont passés à… Parce que là, ils sont restés vraiment sur le même programme, mais ce n'est pas la même chose. C'est un truc qui dure 1 année, qui est vraiment une transformation en profondeur.
Voilà. Mais sinon, pour moi, il y a un gros changement. Il faut penser différemment en termes de format, en fait. Pour quelle raison? Bah, je pense que les gens n'ont pas envie de rester derrière un écran des heures. Enfin, c'est ce que je vois. Et dans la crise, une des caractéristiques de la crise, c'est justement la rapidité. Dans tout, c'est soudain, c'est rapide. Enfin, voilà. Il y a 10 000 décisions à prendre, il faut se dépêcher. Et du coup, ils veulent des choses plus percutantes, straight to the point, quoi. On n'est pas dans je prends mon temps, j'approfondis. Voilà. On est sur des réactions rapides, quoi, pour l'instant. Après, les questions que ça m'évoque, moi, par rapport à la formation, c'est OK, on a des formations qui sont plus courtes, mais quid de la qualité? Moi, je pense que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, il faut revoir aussi, c'est là où il y a du boulot, c'est-à-dire qu'il faut revoir ses objectifs. Et tout à l'heure, quelqu'un a posé, je crois que c'est vous, une question que moi, j'ai trouvée intéressante, c'est la question du why, quoi. Pourquoi faire? Donc, quelque part, c'est à quel besoin, enfin, qu'est-ce que je veux apporter et du coup, qu'est-ce que je fais avec cette contrainte de format court? Effectivement, on n'est pas sur les mêmes objectifs globaux. Mais voilà, c'est de l'agilité, c'est de l'adaptation. Ça n'empêchera pas de revenir peut-être à ce qui se faisait avant ou peut-être pas. Ça, on verra dans quelques temps, quoi. C'est mon analyse. Il y a une question qui avait été abordée aussi au niveau du prix, ça, effectivement, de la détermination de combien ça peut coûter. C'était une question intéressante. Alors, en préambule, j'aimerais dire qu'effectivement, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une certaine gêne, effectivement, à parler argent, vu la situation. Donc ça, c'est un premier frein, en fait, sur lequel il faut bien réfléchir et de comment on l'aborde aussi avec nos clients. Et sachant qu'aujourd'hui, on a assez peu, en fait, de recul par rapport à ça, c'est effectivement combien un acheteur serait prêt à payer pour ça. Et moi, dans quelle mesure, si je suis sur des outils numériques ou de la formation, combien les gens en face sont prêts à payer. Il y en a qui ont des repères par rapport à ça? Non. Bah, si on regarde, par exemple, si on regarde au niveau des formations Harvard, etc., le prix des MOOC, ça va être $50 pour avoir le certificat de validation, alors que le coût de l'année scolaire à Harvard, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros, enfin de dollars. Du coup, je ne sais pas si ça peut permettre de donner une perspective, mais il touche beaucoup plus de monde online, mais du coup, il ne facture pas pareil non plus. Et en même temps, ça pose la question aussi. Pardon. Vas-y. Allez-y. Merci. Non, je me disais, ça pose la question aussi de à qui on s'adresse dans la facturation, forcément. Enfin, tout le monde, on est dans une situation en fait hyper complexe parce que on a des catégories, des strates de la population qui sont pas du tout touchées de la même façon. Il y a ceux pour qui l'activité elle a été renforcée et qui vont maintenir leur salaire, voire un peu plus. Ceux qu'on pour un certain temps tout perdu et peut-être vont être dédommagés par l'État, peut-être pas. Ceux qui sont passés en chômage partiel, moi je vois les parents. Du coup, nous, c'est notre cible et ce sont les clients payeurs habituellement avec les entreprises. Donc, là, les entreprises, on les occulte complètement. Mais pour ce qui est des parents, il y en a toute une partie qui, par exemple, n'a pas… Attends, Rosa, je suis occupée. Qui n'a pas reçu les 40% de leur employeur sur le congé garde d'enfants. Et donc, ça pose des vraies problématiques financières et du coup, comment nous, on rebondit et comment… C'est vrai que c'est délicat la question de la facturation, là, sur des… Plus tard. Après, par rapport à votre question sur les entreprises, j'ai compris qu'aujourd'hui, vous n'êtes pas rapproché d'entreprises. Est-ce que ce ne serait pas justement l'opportunité en vous disant aujourd'hui, il y a peut-être des gens qui ne viennent pas travailler chez vous parce qu'ils doivent garder leurs enfants. Et si on leur trouve une solution, ils viendraient travailler dans l'entreprise. Donc l'idée, c'est d'apporter une solution à l'entreprise
qu'elle soit contributrice aussi sur le paiement, dans le but, elle, d'avoir plus de gens qui viennent travailler chez elle. Ouais. Je sais pas, c'est une Oui, bah, la question se pose vraiment. Après, dans la mesure où où tous les sites sont quasiment fermés, où beaucoup sont en télétravail. Non, Rosa, vraiment, je suis vraiment pas disponible. Merci. Et les sites ouverts, enfin, on n'a pas encore fait ce travail de recherche et de proposition aux sites ouverts. C'est encore une partie qu'on doit attaquer, entre guillemets, enfin, la somme de travail pour aller prospecter, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Mais en effet, de toute façon, on voit déjà quelques sites qui pensent la réouverture. Donc, la question de la garde, elle va se poser au fur et à mesure parce que ce qui est mis en place par le gouvernement ne permet l'accueil que des enfants des professionnels de santé, des ARS, et du coup, les autres parents sont complètement occultés Et en même temps, le but, c'était d'éviter les rassemblements. Donc oui, on ne peut pas accueillir tout le monde, mais il y a une bonne partie des parents qui se retrouvent sur le carreau, oui. Oui, c'est une partie à aller étudier, en effet. Merci. Et est-ce que dans le secteur pour les enfants, est-ce qu'il n'y a pas des acteurs qui ont mis en place des solutions qui pourraient être complémentaires à ce que tu fais et vous proposer quelque chose ensemble qui permettrait de donner de la visibilité à l'un et à l'autre Oui, alors ça a été, on y a beaucoup pensé et réfléchi au départ. On a essayé de le mettre en place et puis il se trouve qu'à chaque fois ça a un peu capoté parce que le réseau était trop mauvais, les ateliers. On avait notamment une entreprise qui faisait du yoga famille, donc on avait essayé de mettre en place un atelier yoga famille. Enfin, il y a des choses qui ont un peu capoté par les réseaux, mais qui, je pense, vont réussir à se mettre en place au fur et à mesure du temps et de l'organisation. Oui. Oui. Mais après, finalement, assez peu quand même qui sont d'accord pour le partenariat, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup aussi qui veulent rester sur leur page, sur leur groupe, et enfin, qui sont pas encore de l'ESS et dans le partage et dans le. Mais bon, je pense que la situation va faire émerger le fait que qu'on est plus fort ensemble, quoi, et que ça va changer de paradigme. Est-ce que c'est pas l'occasion aussi de solliciter ces parties prenantes en fait en leur demandant d'ouvrir l'espace en fait? Est-ce que c'est pas possible aujourd'hui qu'on trouve une coopération ou une collaboration? Si, je pense que c'est. Oui, je pense que tout à l'heure en fait de prospecter. C'est une prospection à mon avis par la question aussi, en ouvrant le champ des possibles, en disant voilà, je vous appelle, je ne sais pas ce qu'on peut faire ensemble, mais réfléchissons-y tous les deux pour voir s'il y a des solutions. Oui. On voit aussi pas mal émerger, je trouve, alors c'est peut-être du côté des réseaux, c'est les prises de parole à plusieurs. C'est des acteurs d'un même réseau ou d'une même filière ou des activités proches qui prennent la parole justement à toutes les problématiques que vous avez soulevées tous. Au niveau du gouvernement, il y a ça qui fonctionne, il y a ça qui fonctionne un peu moins. Et du coup, on voit pas mal de gens qui écrivent des tribunes ou qui se filment pour expliquer le quotidien. Après, ça dépend. En soi, on peut donner un point de vue très plaidoyer dans ce sens-là, ou simplement de transmettre le quotidien aussi de sa structure et de comment on vit les choses. Et je trouvais ça aussi intéressant de le faire à plusieurs. Ça donne de la visibilité. Et ça peut permettre parfois aussi de faire venir d'autres acteurs à soi pour entrer dans une phase de coopération. L'idée, moi, et peut-être pour conclure cette séance, c'est bénéficions en fait de ce temps-là pour ouvrir le dialogue avec nos parties prenantes et de voir dans quelle mesure on peut collaborer avec elles, coopérer avec elles pour proposer quelque chose de nouveau.
Et enfin, à mon avis, vraiment, seul, c'est vrai que souvent on tourne un peu en rond parce qu'on est dans nos schémas habituels. Alors que dès qu'on voit en fait un prospect ou voilà, on peut ouvrir un espace de discussion qui permet de se dire ah ben oui, moi j'aurais besoin de ça. Et c'est souvent de cet échange que peut naître, disons, une solution en fait, et qui là forcément sera achetée parce que la personne que vous avez en face, elle a envie de bénéficier de ce que vous venez d'inventer tous les deux. Donc vous faites d'une pierre deux coups. Avant, j'allais dire avant le confinement, on était peut-être pris par tous nos urgences, etc. Aujourd'hui, le constat général, c'est qu'il y a peut-être un peu plus de temps disponible et d'utiliser ce temps-là pour construire quelque chose de différent. J'avais juste, en fait, l'idée m'est venue tout à l'heure par rapport pour Richard et peut-être aussi pour Bénédicte. C'est une idée qui m'est venue pour faire payer d'autres personnes, trouver un autre modèle. Alors, dans le milieu de l'entreprise, je sais pas si ça se fait, mais dans le milieu du spectacle, il y en a qui mettent quand ils ont fini un spectacle, ils mettent en streaming leur spectacle sur leur site internet. Et avant de regarder la vidéo, on a la possibilité de payer. Donc, en fait, c'est du streaming avec, où on peut participer au chapeau. Et donc, j'ai trouvé un exemple avec c'est un humoriste légèrement connu qui s'appelle Pierre-Emmanuel Barré. Je vais vous mettre le lien dans la discussion. Et alors, je ne sais pas si ça peut se mettre en place avec une conférence notamment, je ne sais pas, sur le monde du handicap. Est-ce que des gens seraient intéressés pour participer au chapeau pour donner quelques euros par-ci par-là je sais pas. C'est une idée que j'ai eue et je ne sais absolument pas si ça se fait encore dans C'est intéressant comme idée, hein, merci. C'est d'ailleurs le modèle de la plateforme Helloasso. C'est exactement comme ça qu'il fonctionne, de dire on propose des billetteries gratuites, les associations peuvent mettre en place des billetteries gratuitement et on demande des dons enfin, voilà, au chapeau. Donc, en effet, c'est pertinent, surtout en ce moment. On arrive à la fin de l'heure. Comme on s'était dit, 1 heure pour le timing. Patrick, est-ce que tu as un mot pour conclure? Un mot pour conclure, ce serait de vous dire, évidemment, dans le respect des personnes, donc prenez effectivement des nouvelles, etc. Mais après, n'hésitez pas à ouvrir des espaces où vous pouvez discuter avec les gens sur peut-être des aspects auxquels vous n'avez pas pensé, mais ouvrir la discussion avec eux pour voir ce dont ils ont besoin aujourd'hui. Et c'est en écoutant leurs besoins que vous aussi, vous serez peut-être plus à même de voir comment votre activité peut y répondre. Mais laissez cet espace ouvert qui vous permettra dans tous les cas, en fait, à mon avis, d'obtenir que du positif. Merci. Et moi, j'en profite pour vous remercier tous d'avoir expérimenté avec nous cet atelier d'intelligence collective en visio. Merci pour tout ce que vous avez apporté, tous les retours, les conseils, les expériences que vous vivez aussi de vos côtés. C'était riche. Et comme dit Jennifer, oui, en effet, bon courage surtout, vu ce qui se passe en ce moment. Et voilà. Et puis, on vous transmettra la présentation par mail. Voilà. Donc, encore merci. Et puis, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Puis, je laisse là tout le monde envoyer un peu des messages dans le module conversé. Voilà. Et à bientôt. Merci à tous. Bon après-midi. Merci beaucoup. Au revoir. Merci Patrick, merci Marine. Merci. Et merci aussi Richard pour le partage. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.